Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir un homme libre, une autorité internationale, un épisode très spécial avec notre invité d'exception, le camarade professeur Alfred Dissaez, ancien rapporteur des Nations Unies. Nous revenons sur un fait graphissime, les sanctions imposées par les États-Unis contre Francisca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Mais ce n'est pas tout. La Commission européenne refuse toujours d'imposer des sanctions contre Israël, malgré les violations documentées du droit international humanitaire. Une justice à deux vitesses. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec notre invité notable, professeur Alfred Dissaez. Camarade professeur Alfred Dissaez, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans des conditions spéciales, parce que parfois il y a des sionistes qui s'infiltrent entre nos auditeurs et auditrices, ils donnent des commentaires, soi-disant, ils souhaitent déstabiliser, manipuler les groupes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas parce que ce sont des stupides, des cons. Il y a la montée en puissance du nombre des gens et auditeurs et auditrices libres et honnêtes. Je diffuse aujourd'hui pour des circonstances spéciales d'un coin public. Public pour ne pas laisser pourquoi vous avez mis casquette, pourquoi votre action n'est pas comme Brigitte Macron, etc. Alors, essayez, s'il vous plaît, essayez d'épargner votre pouvoir de déstabilisation pour essayer de trouver une utilité pour vous. Camarade Dissaez, qui est Francisca Albanese et pourquoi son travail dénonce-t-il certains États puissants? Que reprochent exactement les États-Unis à Francisca Albanese? Vous avez été rapporteur de l'ONU. Ce type de représailles est-il nouveau? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Quel honneur pour nous, professeur. Et par la suite, je me dis, voilà la première fois qu'un État ose d'imposer de soi-disant sanctions contre un rapporteur spécial des Nations Unies. Alors, il s'agit beaucoup plus de ça. Nous voyons ici une rébellion contre les droits internationaux, une rébellion contre les Nations Unies, contre la Charte des Nations Unies, contre le système des Nations Unies. Alors, Francisca Albanese est une professeure. J'ai eu le plaisir de partager de panels avec elle. C'est une personne d'un grand courage et intégrité. Elle travaille d'une façon très méthodique et très correcte, c'est-à-dire elle écoute, elle cherche, elle compare et elle arrive à des conclusions qui sont très bien basées sur les faits. Alors, c'est justement parce que Francisca Albanese ose dire la vérité que les États-Unis et Israël veulent la éliminer. Alors, l'organisation basée ici à Genève, UN Watch, a mené une campagne sale, une campagne diffamatoire contre Francisca Albanese, mais c'est pas nouveau. Hein? Alors, ils ont mené une campagne très diffamatoire contre moi-même avant que j'étais rapporteur, pendant et après. Alors, ce comportement d'une organisation non gouvernementale avec statut consultatif aux Nations Unies est scandaleuse. Ça va contre toute l'éthique, contre l'obligation de cette organisation de travailler d'une façon constructive avec le Conseil des droits de l'homme. Elle fait tout le contraire et à mon avis,
c'est nécessaire que l'ECOSOC, que le Conseil économique et social des Nations Unies, retire le statut consultatif de cette organisation, mais j'attends que notre haut-commissaire Volker Türk se prononce sur les diffamations en série de cette organisation. En tout cas, Francesca Albanese ne se laisse pas intimider. C'est une personne, comme je dis, d'un grand courage et son rapport présenté le mois de juillet à cette séance du Conseil des droits de l'homme a été tellement bien reçu par les gens qui connaissent. Et c'était tellement bien étayé que c'est impossible de le déstabiliser. Ce qu'on essaie, c'est de attaquer ad hominem, attaquer la personne et pas attaquer les arguments ou les faits qui sont dans le rapport. En tout cas, il y a eu une suite et on ne sait pas s'il y a un lien. Comme vous savez, la commission du Conseil des droits de l'homme pour la Palestine, c'est une commission de 3 experts indépendants qui a travaillé sur la Palestine maintenant depuis 4 ans. La commission entière s'est retirée il y a 2 jours. La raison qu'on a donnée à la presse, c'est des raisons personnelles, des raisons de santé. Comme vous savez, Navi Pillay, elle a 83 ans et elle n'est pas exactement en bonne santé. Hein. Elle était ma haut-commissaire aux droits de l'homme lorsque j'étais rapporteur. C'était une femme magnifique, aussi une femme avec beaucoup de courage. Les rapports qu'elle avait présentés au Conseil des droits de l'homme sont aussi extrêmement bien étayés. Et ça a tombé comme une grande surprise pour tout le monde, moi compris, que Navi Pillay et Milun Kotari ont abandonné leur poste. Alors, la rumeur, est-ce que il y a un lien avec les soi-disant sanctions contre Francesca Albanese, que bien sûr on pourrait imposer les mêmes sanctions contre Navi Pillay, etc. En principe, Navi Pillay a une bonne raison de se retirer et elle a travaillé très bien, mais c'est une personne âgée et on pourrait reconstituer la commission. Et à vrai dire, moi, il me serait un honneur de participer dans la nouvelle commission qui sera probablement nommée par le président du Conseil des droits de l'homme. On ne sait pas quand, mais bien sûr, je serai disponible en tant qu'ancien expert indépendant. Mais on ne sait pas qui sera nommé pour la commission. Ce qui est intéressant, est-ce que tous les autres rapporteurs spéciaux sur la Palestine, vous pensez à John Dugard, vous pensez à Richard Falk, à Michael Link, ils ont tous maintenu une position d'objectivité, une position de professionnalisme dans leur rapport. Il n'y a un mot d'antisémitisme
dans ces rapports-là, c'est une défense du droit de l'autodétermination du peuple palestinien. Tous sont des professeurs de droit international, des gens avec un poids et des grandes connaissances du droit international. Il y a quelques années, un autre rapporteur spécial sur la Palestine, l'Indonésien Makarim Wibisnono. Alors lui, il était rapporteur spécial entre 2014 et 2016, au même temps que j'étais expert indépendant. J'ai fait sa connaissance et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Alors, il a démissionné en proteste parce qu'il a dû dire que son travail était inutile. Primo, parce qu'il y avait zéro coopération de la part d'Israël. Bien sûr, sa demande de visiter le territoire palestinien occupé a été refusée par le gouvernement israélien. Mais ce qu'il avait dit aussi à l'époque qu'il a démissionné, c'est que ça ne vaut pas la peine de continuer parce que personne ne fait rien. Alors, il y a un rapport de John Dugard, il y a un rapport de Richard Goldstone, il y a un rapport de Richard Falk, il y a un rapport de Michael Link. Tous ces gens-là ont fait le catalogue de violations gravissimes du droit international et du droit humanitaire par Israël. Et que font les États membres du Conseil des droits de l'homme? Rien du tout. Personne n'impose de sanctions contre Israël. Les Nations Unies, qui peuvent imposer des sanctions contre Israël, ne le font pas. L'Assemblée générale, qui pourrait adopter une résolution pour expulser Israël des Nations Unies. Parce que c'est prévu dans l'article 6 de la Charte des Nations Unies. Lorsqu'un État viole tous les principes des droits de l'homme contenus dans la Charte des Nations Unies, lorsqu'un pays est en guerre avec la Charte des Nations Unies, comme c'est le cas avec Israël, on peut expulser un État. Et je crois qu'on aurait une majorité assez large au sein de l'Assemblée générale pour expulser Israël. La seule chose, c'est que, comme vous savez, l'expulsion d'un État membre doit être approuvée par le Conseil de sécurité. Et bien sûr, là, pas seulement les États-Unis, ça c'est évident, les États-Unis feront leur droit de veto pour bloquer une telle expulsion. Mais j'imagine que le Royaume-Uni et même la France feraient autant. Par contre, une résolution de l'Assemblée générale pour expulser Israël serait symbolique, serait, dit-on, du point de vue de l'image d'Israël, du point de vue de la diplomatie, ça serait bien sûr un coup contre Israël. Ce serait utile de l'essayer. En plus, l'Assemblée générale pourrait faire une autre chose, c'est qu'elle avait fait 1974 contre les diplomates de l'Afrique du Sud à l'époque sous le gouvernement de l'apartheid. On peut retirer l'accréditation
de diplomates. C'est-à-dire, si les diplomates israéliens n'ont pas accréditation auprès de l'Assemblée générale, l'Assemblée générale a les pouvoirs de le retirer, ils ne peuvent pas parler, ne peuvent pas participer, etc., etc. Là aussi, ça serait symbolique. Ce qui pourrait arrêter le génocide, ce qui pourrait arrêter les violations flagrantes de la Charte des Nations Unies par Israël, serait une recommandation de Nations Unies, de l'Assemblée générale, de la Cour internationale de justice, que tous les États membres des Nations Unies ont une obligation erga omnes, une obligation auprès de tous les autres États membres des Nations Unies de assurer que la Charte des Nations Unies a une validité universelle et on pourrait recommander que tous ces États membres des Nations Unies arrêtent immédiatement le commerce d'armes avec Israël. Enfin, Israël utilise les armes françaises, anglaises, allemandes, américaines pour tuer des Palestiniens, mais pas seulement arrêter la livraison des armes, on devrait arrêter tout commerce avec un État voyou. Et alors, j'attends que qu'un pays propose une telle résolution au sein de l'Assemblée générale, parce que si l'Assemblée générale donne le feu vert à tous les États d'imposer des mesures de rétorsion, des mesures je n'aimerais pas utiliser les mots sanctions, parce que sanctions, en principe, sont seulement les mesures adoptées par Nations Unies, par le Conseil de sécurité, selon le chapitre 7 de la Charte. Tout autre, c'est mesures coercitives unilatérales. Alors, si les États rompent leurs relations commerciales avec Israël, ça fait du mal. Hein? Et Israël, dans ces cas-là, serait dans une situation qu'elle n'aurait que l'appui des États-Unis et peut-être l'appui de l'Allemagne et de la France et de l'Angleterre, c'est-à-dire Israël serait isolé. Mais il faut toujours tenir compte qu'il y a un grand problème de perception. Il y a un contrôle des médias. Je parle de New York Times, Washington Post, CNN, BBC, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, même ici en Suisse, la Neue Zürcher Zeitung. Ils font de la propagande pour l'État d'Israël, pour un État génocidaire. C'est-à-dire, il y a une sorte de public relations très agressive pour présenter Israël comme le seul pays démocratique du Proche-Orient et donner une vernis de, dit-on, de légitimité, un vernis de morale à Israël. Israël n'a aucune morale. Israël, c'est un pays voyou. Alors, nous voyons que Israël a pu violer pas seulement la Charte des Nations Unies, mais le pacte
des droits civils et politiques, le pacte des droits économiques, socioculturels, la convention contre l'apartheid, la convention contre la discrimination raciale, la convention contre les droits de l'enfant, etc. C'est une violation en série de tous les droits humains. Alors, mais une violation sans suite, sans conséquence. C'est comme j'avais déjà mentionné avec mon collègue Macari Willisono, le rapporteur spécial sur la Palestine 2016, lorsqu'il a abandonné le poste, il a dit ça ne vaut pas la peine parce qu'on n'a pas l'appui des États. Alors, on écrit un rapport, on fait des recommandations et rien ne se passe, rien du tout. C'était semblable avec mes recommandations lorsque, en tant qu'expert indépendant, j'avais fait des recommandations très concrètes, très pragmatiques pour résoudre les problèmes que j'avais exposés dans mes rapports, et absolument rien. Il n'y a pas un mécanisme de suivi. Alors, c'est comme je parle au mur et personne ne n'écoute pas. Alors, ça, c'est un problème du système des Nations Unies, parce que même lorsque les instances les plus nobles des Nations Unies, la Cour internationale de justice. Vous connaissez l'avis consultatif du 9 juillet 2004. Il y a l'avis consultatif du 19 juillet 2024. Il y a maintenant un cas devant la Cour internationale de justice, le cas, si je peux vous le citer, je l'ai ici, vous le voyez, de la Cour internationale de justice. Il y a un cas en anglais, je vais le dire en anglais. Non, je trouve un texte en français. Obligation d'Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans le territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci. Alors, il y a eu, alors ça a été présenté par l'Assemblée générale selon l'article 96 de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice, selon l'article 65, a accepté de préparer un avis consultatif sur cette question. Et entre le 28 avril et le 2 mai, il y a eu 39 États qui ont pris la parole devant la Cour internationale de justice sur les obligations d'Israël de respecter l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et dans le Proche-Orient, qu'on connaît comme UNRWA. Dans UNRWA, Israël viole les droits des fonctionnaires de UNRWA. Israël bloque l'accès à l'aide humanitaire. Pas seulement ça, utilise les endroits pour distribution d'aide humanitaire pour massacrer les gens. Alors, c'est un génocide
public. C'est ça qui m'agace, c'est que, dit-on, l'Holocauste. L'Holocauste, entre 1941 et 1945, ça a été un secret d'État. Les Allemands, le nazi, ont tout fait pour cacher le crime, parce qu'ils savaient bien que c'était un crime, pour cacher le crime et pour nier toute rumeur. Alors, maintenant, Netanyahou se vante de ces crimes. C'est quelque chose d'atroce, de grotesque, d'obscène, de permettre à un État de se vanter de ces crimes. Et nous tous, dans le monde, et surtout dans les pays de l'Ouest, nous sommes complices dans le génocide parce que nous ne faisons rien du tout. Pas seulement nous faisons rien du tout pour prévenir, pour arrêter les génocides. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre continuent à livrer des armes à Israël et continuent à avoir des relations commerciales et toutes sortes de relations avec un État génocidaire, comme si rien du tout s'est passé. C'est vraiment une rétrogression dans le droit international, une rétrogression dans les droits humains et dans la morale internationale. Alors moi, je suis agacé que même si les États des BRICS ont condamné ce qui se passe à Gaza, si beaucoup des États de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie ont condamné les génocides et ont parlé du génocide, rien ne se passe. Ils continuent à avoir des relations diplomatiques, des relations commerciales avec Israël. Et vous voyez que il y a 9 mois, la Cour pénale internationale, je parle maintenant pas de la Cour internationale de justice, je parle de la Cour pénale internationale qui a juridiction sur cette affaire. Elle a issu des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et contre son ancien ministre de guerre, M. Gallant. Mais Netanyahu voyage, même dans des États qui sont tenus à l'arrêter. Par exemple, Hongrie. Alors, Hongrie est un État membre du statut de Rome. L'Hongrie a invité M. Netanyahu et bien sûr, il n'a pas été arrêté. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a invité Netanyahu. Netanyahu n'est pas encore allé en Allemagne, mais il a dit clairement qu'il n'avait pas du tout l'intention d'arrêter Netanyahu. Alors, Netanyahu, comme Recep Erdogan a bien constaté, Netanyahu est pire, je répète, pire que Hitler. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Erdogan. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que Netanyahu est pire? Simple. Alors, Hitler a commis son crime et a essayé de cacher son crime. Le gouvernement israélien continue les massacres quotidiens des enfants, des femmes, des médics, des docteurs en Gaza et ailleurs. Et
il se vante de ces crimes. C'est pour ça. En plus, j'aimerais rappeler toutes les résolutions des Nations Unies sur les cas de la Palestine. Je pense par exemple à la résolution 1948, la résolution 194 pendant la 3e session de l'Assemblée générale, qui a ordonné le retour de réfugiés palestiniens. C'est-à-dire, il y a dans le droit international un droit de retour. Si on a dû fuir, si on a été expulsé, on a le droit de rentrer au foyer. Alors, ça a été reconnu pour les réfugiés et les expulsés de guerre en Yougoslavie, en Afghanistan, au Chypre, etc., etc. Mais pas dans les cas, il n'y a pas eu une mise en œuvre de cette résolution et de plein d'autres qui ont été adoptées par la suite. Alors, moi, en tant que professeur de droit international, en tant que ancien, si vous voulez, vétéran de droits de l'homme, alors j'ai dédié 50 ans de ma vie aux droits de l'homme. J'ai travaillé comme consultant, j'ai travaillé comme membre du secrétariat du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, comme dans la fonction de secrétaire du Comité des droits de l'homme, dans la fonction du chef du département de requête du bureau du Haut-Commissaire en tant qu'expert indépendant, etc., etc. Alors, avec 50 ans de travail pour les Nations Unies, on se pose la question comment c'est possible que les États permettent un tel génocide. On pense à la résolution 60/1 de l'Assemblée générale du 24 octobre 2005. C'était le outcome document de la World Summit, du sommet mondial de 2005. Alors, ça a établi la doctrine de responsibility to protect. Alors, la responsabilité de protection. Alors, s'il y a un cas dans le monde qui justifie une action militaire contre Israël, contre un État voyou, c'est la situation en Palestine. Mais il n'y a aucun État qui était prêt à organiser une coalition contre Israël pour avoir regime change in Israël. Alors, s'il y a un gouvernement aussi criminel que le gouvernement de Netanyahou, il doit être remplacé par un gouvernement qui respecte le droit international et qui respecte les droits humains. Alors, je voulais dire, le peuple juif, bien sûr, ils ont le droit d'exister. Les peuples juifs, ils sont comme nous, ils sont des gens, des femmes, des hommes, et ils ont les mêmes droits que nous. Mais lorsque les gouvernements de ces pays se comportent comme entièrement outre la loi, imaginez les attaques, les bombardements d'Israël contre l'Iran, complètement illégal. Alors Israël n'avait aucun droit d'attaquer Israël ou de bombarder les installations de l'Iran. Mais pensez, le mois de septembre 2007, tout le monde a oublié ça.
Et la presse ne vous rappelle pas de ça. Alors, je cherche dans le New York Times, Washington Post, etc., de liens entre l'attaque israélienne contre la Syrie et contre ce que on avait déclaré comme une installation nucléaire de la Syrie. Ça a été complètement anéanti par Israël dans une attaque pas du tout provoquée par la Syrie. Et le monde a ignoré ça. C'était une violation écrasante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. C'était le crime d'agression selon l'article 5 du statut de Rome. Alors, mais professeur, Israël, d'après l'Occident, a le droit de détruire, a le droit d'agresser les autres. On a vu, par exemple, la réaction du Premier ministre britannique suite du chancelier allemand suite à l'attaque contre l'Iran en disant que Israël il est en train d'effectuer la mission en salle par procuration à notre place. Israël a le droit, d'après l'Occident, l'école démocratique, le donneur de leçons, d'attaquer, d'agresser, d'assassiner au nom du monde progressiste, du monde démocratique, etc. Donc, c'est obscène, c'est obscène. C'est une complète corruption du langage, corruption de mots, corruption de normes, corruption de la façon de penser. Ça vous rappelle de George Orwell et 1984. Alors, peace is war and liberty, slavery, etc., etc. Absurde. C'est une révolte. C'est une révolte contre la Charte des Nations Unies et contre les principes de la souveraineté des États et contre l'obligation de s'abstenir de l'utilisation de la force. D'ailleurs, un argument qu'on utilise et qui m'agace, parce que c'est souvent qu'on utilise cet argument, que Israël a le droit de autodéfense. Bon, le droit de autodéfense, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais il y a deux critères, il y a des conditions pour invoquer l'article 51. C'est-à-dire, d'abord, il doit avoir une attaque militaire préalable. C'est-à-dire, si Iran avait attaqué Israël auparavant, dans ces cas-là, Israël a un droit limité en temps et limité en proportion, de repulser cette attaque et immédiatement la situation passe au Conseil de sécurité et c'est le Conseil de sécurité qui va trancher. Alors, l'argument de autodéfense concernant l'attaque de Hamas le 7 octobre 2023. Alors, Hamas, c'est pas un État, et l'attaque était toute une autre chose. C'était, il ne faut pas inverser qui est le agresseur et qui est la victime de l'agresseur. Le 7 octobre 2023, c'était un effort d'une population
martyrisé de se défendre de cette occupation illégale d'Israël, d'un blocade illégal imposé par Israël en 2007. Ils avaient le droit de se défendre contre Israël et pas l'inverse. Alors, qui a les droits de défense, qui a les droits de se battre contre l'occupation? C'était les Palestiniens qui ont ces droits, pas Israël. Alors, il faut expliquer davantage. Si vous pensez 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le ghetto de Varsovie, là, les Juifs attendaient leur fin. Alors, ils se sont rebellés contre les nazis et ils avaient les droits de se rebeller. Ils avaient les droits d'agresser les nazis en Varsovie. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été anéantis. Alors, les nazis avaient beaucoup plus de pouvoir. Mais la situation en Gaza est semblable parce que les peuples de Gaza étaient assiégés par Israël. Et si vous connaissez la résolution des Nations Unies 26-25, la soi-disant Friendly Relations Resolution, et la résolution 33-14 sur la définition de l'agression, les deux acceptent le droit d'un peuple opprimé de résister l'oppression et de repousser l'oppression. C'est l'article 7 de la définition de l'agression qui permet le peuple palestinien de repousser l'occupation, de repousser l'oppression d'Israël. Mais vous ne lisez pas ça dans la presse. Comme je vous ai dit, il y a un grand problème de perception. On veut nous dire qu'Israël a un droit de autodéfense. En théorie, oui. Si l'Iran avait attaqué Israël sans provocation, oui, Israël aurait le droit d'autodéfense. Mais si les peuples palestiniens occupés, opprimés, se rebellent contre cette occupation illégale, bien sûr pas. Israël n'a pas du tout le droit de se défendre. C'est très clair dans l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 qui a déterminé que l'occupation israélienne était illégale et que Israël avait les droits, l'obligation de se retirer de tous les territoires occupés, y compris Gaza, d'élever le siège et de payer compensation aux victimes, c'est-à-dire payer compensation aux Palestiniens. Alors, mais si le New York Times, Washington Post, CNN, BBC ne vous dit pas ça, vous ne le savez pas. Je le sais parce que je suis professeur de droit international, parce que je lis tout. Mais le citoyen moyen à Paris, à Londres, à Berlin n'a aucune idée. Il
croient les mensonges qu'on lit dans Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, BBC, le Times, etc., etc. Nous avons un problème de perception, un problème de reconnaître quels sont les faits, quelle est la situation. C'est pas seulement les fake news qu'on nous sert quotidiennement, c'est aussi le fake law, parce que on invente le droit international, c'est-à-dire les politiciens inventent le droit international. Il n'y a aucun argument en faveur d'Israël en ce qui concerne l'agression contre l'Iran. Il n'y avait pas un argument qui ferait légitime les bombardements 2007 contre la Syrie lorsque les installations nucléaires ont été anéanties par Israël. C'était une agression pure et simple. Et revenons sur Francesca Albanese. Comme vous savez, elle est en Colombie parce que The Hague Group a convenu une conférence pour la paix, et une conférence, bien sûr, qui a condamné les sanctions que les États-Unis ont imposées contre Francesca Albanese, comme par exemple les sanctions que les États-Unis ont imposées contre la Cour pénale internationale. Alors, ça a le précédent de la première administration Donald Trump. Il avait imposé des sanctions contre, à l'époque, Fatou Bensouda, la chef procureur de la Cour pénale internationale, et contre membres du secrétariat de la Cour pénale internationale. Maintenant, il y a des sanctions contre Karim Khan et contre membres du secrétariat de la Cour pénale internationale parce qu'ils ont issu d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre Gallant. Alors, dans toute l'histoire des droits internationaux, il n'y a pas d'autres personnalités qui méritent être arrêtées et mis derrière les barreaux que M. Netanyahou, M. Gallant. Mais nous vivons dans le mensonge de la presse, dans le mensonge de Donald Trump, dans le mensonge de Starmer et Macron et Merz. Et c'est triste, hein, parce que moi, je suis très fier de la culture européenne. Je suis très fier. Vous venez, permettez-moi, mon professeur, parce qu'il nous reste 10 minutes, vous venez d'évoquer l'autre partie de notre intervention concernant ce refus de la Commission européenne d'imposer des sanctions contre Israël et de cesser la coopération commerciale, culturelle et tout. Est-ce que ça rend la Commission européenne et les responsables européens comme responsables de ce génocide contre la population palestinienne à Gaza? Vous étiez l'initiateur de cette plainte contre la présidente de la Commission européenne. Vous avez déclaré à plusieurs fois que vous la considérez comme responsable de Netanyahou, de ce génocide contre les enfants et les femmes, les vieillards et les infrastructures civiles à Gaza. Bien sûr, c'est le Geneva International Peace Research Institute qui, le 22 mai 2024, a déposé une plainte légale auprès de Karim Khan à La Haye, une plainte contre
Ursula von der Leyen et la Commission. On a présenté une plante supplémentaire de suivi. Ça, c'était le 15 mai 2025. Et bien sûr, il n'y a pas eu de suivi du tout. C'est entièrement dans la discrétion de la Cour pénale internationale d'ouvrir une investigation ou pas. Et jusqu'à maintenant, ils n'osent pas ouvrir une investigation sur la question de la complicité. Du point de vue légal, il n'y a aucune doute que les actions, les paroles de Ursula von der Leyen et d'autres membres de la Commission européenne, sans doute Kaja Kallas, la ministre d'Affaires étrangères de l'Union européenne, elle est aussi complice dans le génocide au Gaza. Mais même si Amnesty International et Human Rights Watch et plein d'autres organisations de droits de l'homme ont présenté des rapports qui ont prouvé qu'il s'agit d'un génocide. C'est pas seulement de crimes de guerre, c'est vraiment un génocide délibéré pour voler le territoire de Palestiniens et pour créer la fantaisie d'un Greater Israel qui doit contrôler tout le Moyen-Orient. Mais, vous savez, il y a un livre que personne ne cite de, voyez, Martin Luther King Jr., Why We Can't Wait. Dans ce livre, il dit, et je cite à la page 141, Our country was born in genocide. Notre pays a été né dans le génocide. Mais il ne parle pas du génocide contre les esclaves, contre les Africains. Il parle de génocide de la population autochtone des États-Unis, de Crees and Cherokees and Iroquois and Mohawks and Sioux and Dakotas and Lakotas and Hopis, etc. C'est-à-dire les États-Unis, nos ancêtres, qui sont arrivés en tant que migrants aux États-Unis, c'est-à-dire dans l'Amérique. À l'époque, lorsqu'ils arrivent en Amérique, il y a, on estime, quelques 10 millions des autochtones dans le nord de l'Amérique et quelques 60 ou 70 millions dans le sud de l'Amérique. Dans le nord de l'Amérique, notre philosophie était vraiment génocidaire. On voulait le territoire, mais on voulait le territoire vide. Il y avait 10 millions de personnes. À la fin du 19e siècle, il restait à peine 200 000. Alors, ils se sont un peu récupérés. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 millions et ils sont aussi intermariés. Alors, là, dit-on, la population d'aujourd'hui de ce qu'on appelle Indians, mais ils n'ont rien à faire avec les subcontinents indiens. Mais la population autochtone des États-Unis a peut-être 2 millions ou 2 millions et demi. En tout cas, on a fait un génocide de 10 millions. Et j'aimerais bien dire une autre chose. Si les États-Unis sont nés dans les génocides,
l'État d'Israël était né dans le terrorisme, dans la terreur. Alors, ils ont terrorisé la population autochtone de la Palestine. Ils ont massacré, expulsé, tué des Palestiniens depuis 46, 47, 48, la Nakba. Alors, c'était déjà une série des actes terroristes contre la population autochtone palestinienne et contre les mandataires, les Britanniques. On ne parle pas des actes terroristes de certains groupes sionistes qui ont tué beaucoup de Britanniques. Et ils ont fait sauter avec une bombe l'hôtel King David. Ça, c'était 1946. Il y a une centaine de morts des Britanniques et beaucoup de personnes qui ont été gravement blessées. Il y a eu toute une série d'attaques terroristes contre les Britanniques qui, c'est pour ça qu'ils se sont retirés de la Palestine et l'ont donné aux Nations Unies pour gérer ça. Et les Nations Unies a accepté de créer l'État d'Israël, mais avec des conditions. Les conditions étaient d'autres frontières que celles qui existent aujourd'hui et que Israël accepte ce qu'on appelle les two-state doctrine, alors qu'il y aura à côté d'Israël un État palestinien. Alors, Israël a été déclaré un État membre des Nations Unies 1948, il y a presque 80 ans, et toujours aujourd'hui, il n'y a pas un État palestinien et Israël continue à voler le territoire des Palestiniens. C'est quelque chose de vraiment obscène, ce qui se passe. Et comme je dis, et comme Erdogan a dit, c'est pire que Hitler. Parce que Hitler, quand même, ne s'est pas vanté de ça. Il a nié tout ça. Il voulait faire un fait accompli, mais caché. Alors, c'était trop honteux. Comme Himmler l'avait dit dans un discours qu'il avait dirigé au capitaine de la SS, aux leaders, Führer de la SS, que on ne pouvait pas dire ça ouvertement parce que la population allemande le rejetterait. La population allemande ne comprendrait pas qu'est-ce qui se passe et la population allemande rejetterait le Holocauste. Je vous parle d'un discours de Himmler à Poznan en octobre 1943. Alors, Netanyahou parle à Washington devant le Congrès américain et il est applaudi. Il se vante de ses crimes. C'est bien pire que Hitler. C'est quelque chose de tellement obscène que alors l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Allemagne ont perdu toute crédibilité. Et ils sont dans un état de banqueroute morale, une banqueroute généralisée dans tous les domaines,
avec la complicité des médias. Heureusement, il y a des médias alternatives et aux États-Unis, il y a bien de voix des Juifs qui rejettent le génocide et qui ont honte de ce qui se passe au nom d'Israël. Je vous parle de Richard Falk, ancien rapporteur sur la Palestine. Je vous parle de Jeffrey Sachs, professeur à l'Université de Columbia. Et je vous parle de bien d'autres à l'Université d'Exeter, notre ami et collègue Ilan Pappé. Il rejette le génocide, il a honte de ce qui se passe au nom d'Israël, parce que ça donne, et dans l'histoire, alors Israël, qui avait la sympathie de tout le monde en tant que victime de l'Holocauste, Israël a perdu tout ça. On peut essayer de le maintenir, mais ce ne sera pas possible. Alors, c'est fini avec l'image d'Israël en tant que victime. Aujourd'hui, Israël a l'image d'un tortionnaire. Israël a l'image d'un colonisateur, d'un État voyou criminel, et on verra ce que ça donne, parce que Israël continue avec toute impunité d'agresser le Liban, d'agresser la Syrie, d'agresser l'Iran. On verra ce que les prochains mois amènent. Mais les États-Unis, et surtout M. Donald Trump, lui aussi, il est complice dans le génocide. Et j'aimerais bien voir que la Cour pénale internationale commence une investigation sur la complicité dans les crimes d'Israël, la complicité de Donald Trump, de Keir Starmer, de Emmanuel Macron, de Friedrich Merz, etc. Alors, c'est grâce à vous et grâce aux médias alternatifs, Democracy Now! And the Real News Network, and Redacted, etc., qu'on apprenne des choses que le New York Times et le Washington Post et le CNN nous cachent. Alors, pour terminer, il faut absolument tenir, il faut continuer à se battre contre les mensonges, à se battre contre la désinformation des médias. Il faut continuer à envoyer des requêtes, des plaintes à la Cour pénale internationale. Il faut continuer à diffuser, à disséminer l'information, disséminer les avis consultatifs de la Cour internationale de justice, parce que pour une personne moyenne qui ne connaît le droit international, qui ne connaît même pas les droits domestiques, mais pour la personne moyenne, il faut l'aider à comprendre la magnitude des crimes. Et ça suffit, on dirait, d'ouvrir la télé et de voir les massacres quotidiens, la destruction des hôpitaux, la destruction des écoles, la destruction des mosquées, etc., etc.
C'est bien Aussi, on oublie que même parfois il y a un discours fasciste qui passe, soi-disant nous devons finir, Israël a l'obligation noble de finir avec des musulmans et des arabes et tout, malheureusement. Hein, c'est un discours mal dit, fasciste. On oublie même à Gaza, il y a des chrétiens. Et dans la liste de complicité, professeur Dessaïs, parce que vous étiez parmi les personnalités au niveau international qui ont dénoncé aussi la complicité de la Suisse, la complicité du conseil, oui, ou conseiller fédéral Enzo Cassis, aussi la complicité des pays de normalisation, des pays arabes aussi, Abdel Fattah Sisi de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Émiratie, Modi, le fasciste, le facho de l'Inde aussi, beaucoup de complices. J'aimerais bien, mon professeur, camarade, professeur Alfred Dessaïs, je vous remercie. J'aimerais bien terminer avec vous. Il y avait beaucoup de monde qui insiste à vous poser cette question. Est-ce que vous êtes, en tant que ancien rapporteur des Nations Unies, professeur de droit, un militant engagé pour l'humanité, pour le respect de la dignité internationale, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de l'humanité? Bon, j'aimerais bien me définir comme une personne optimiste. Je suis chrétien, je suis catholique, et je crois que en tant que catholique, on a la foi. Et je ne veux pas accepter que ça va se terminer mal. Je vais faire tout dans mon pouvoir pour que ça se termine bien. Et c'est pour ça que je fais pas seulement une diagnose, j'ai fait aussi des recommandations concrètes et pragmatiques, comment on peut avancer. Et comme je vous ai dit, c'est entièrement possible si les États ont le courage de rompre toutes les relations commerciales avec Israël et d'isoler ces pays voyous. J'ai fait bien de recommandations dans mon livre Building a Just World Order et j'ai fait davantage de recommandations dans mon livre The Human Rights Industry. Ce qui est intéressant sur Human Rights Industry, c'est que j'indique aussi le grand problème que nous avons, que hélas, beaucoup d'organisations soi-disant de droits humains ont trahi la doctrine des droits humains, de l'égalité de l'humanité et de la fraternité de tous les hommes et femmes dans notre monde. Alors, beaucoup des organisations soi-disant des droits de l'homme sont au service du pouvoir, sont au service de Washington et de Bruxelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très décevant parce que moi qui ai dédié 50 ans de ma vie aux droits humains, c'est triste de voir comment des collègues à Nations Unies se sont vendus au pouvoir. Comment des collègues des organisations non gouvernementales se sont vendus. Nous, dans le Geneva International Peace Research Institute, nous faisons de notre mieux pour disséminer l'information et pour disséminer une morale internationale qui devrait être adoptée par nos gouvernements. Mais comme vous avez très bien indiqué, même la Suisse a abandonné sa neutralité et la Suisse n'a pas fait ce que dans la tradition suisse,
on aurait pu attendre que la Suisse soit un leader dans la défense de l'autodétermination du peuple palestinien et dans la défense d'un peuple martyrisé, meurtrier par Israël. Il y a des articles dans la Neue Zürcher Zeitung qui vraiment sont honteux, et je dirais que la presse a aussi une responsabilité capitale. La presse, on pourrait poursuivre des gens dans la presse occidentale pour complicité dans le génocide au Gaza. C'est l'article 3, paragraphe. Par exemple, l'humanité n'oublie jamais que le génocidaire Benjamin Netanyahu a été interviewé par Darius Rushba. On n'oublie jamais ça, oui. Non, c'est dégueulasse. Alors, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de respect pour la vie humaine. Alors, j'aimerais bien, moi, j'ai écrit en tant que nouveau Suisse, comme vous savez, je suis américain, mais je suis devenu Suisse 2017. Alors, je suis Suisse depuis 8 ans. En tout cas, j'ai écrit au gouvernement, j'ai écrit à Ignacio Cassis, j'ai écrit à Viola Amherst l'année dernière pour protester la façon comme la Suisse s'est comportée dans le conflit palestinien et sur l'obligation de la Suisse de défendre l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'organisation UNRWA. Et j'aurais espéré que la Suisse, siège du Comité international de la Croix-Rouge, aurait fait davantage pour avancer la paix dans le Moyen-Orient et de condamner toutes les instances et tous les commerces suisses qui font de profit de cette guerre. C'est honteux. Alors, mais vous savez, l'argent, c'est toujours un problème money, money, money. Si vous vous rappelez de la chanson de ABBA à l'époque. Alors, c'est honteux que bien des organisations suisses sont devenues complices dans le génocide et bien de corporations transnationales, bien de commerces suisses se sont mêlés dans cette affaire. C'est pour ça que, en tant que professeur de droit international, j'aimerais bien voir les instances juridiques des Nations Unies, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale se prononcer de façon claire, avec tous les critères, toutes les conditions, de sorte que les citoyens moyens comprennent la magnitude du crime qui se passe lorsque nous parlons. Lorsque nous parlons maintenant, on est en train de tuer des innocents à Gaza, en Syrie, au Liban, etc., par un pays voyou qui, on veut nous dire que c'est un pays démocratique. C'est quelque chose de renversement de la réalité et j'espère que peu à peu, avec votre aide, avec l'aide d'autres personnalités,
qu'on pourra arriver à la paix et par la suite à un État palestinien reconnu par une majorité des États et bien sûr un État palestinien membre des Nations Unies. Merci. Merci infiniment, camarade professeur Alfred Dissayes. Je partage votre appel pour la mobilisation civile, pour la mobilisation de la société civile, pour concrétiser la dignité et l'humanité. Merci infiniment et à bientôt, camarade. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.